le débat continue après le départ du docteur Alouche qui a fait une mini-consultation. Et oui, on aime les gâteaux, le sucre, mais il faut faire attention. Sophie de Menton est là ce matin pour commenter l'actualité. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Bonjour. Et Jacques Niard, maire LR de Maison Lafitte. Honneur et patrie. Honneur et patrie. Bah dites donc, on n'est pas nombreux à travailler en ce lundi de Pentecôte. Je peux vous dire que ce matin, dans les rues de Paris, il y avait un peu de monde. Ah bah moi, il y avait personne. Hein. Plus qu'hier. Plus qu'hier. Bon, mais moins que demain. Moins que demain, absolument. Manuel Valls éliminé. On va parler des législatives, évidemment, avec les premiers résultats en ce qui concerne le vote pour les députés de l'étranger. La NUPS se retrouve face à la République en marche dans 11 circonscriptions sur 12. Est-ce que le gouvernement doit s'inquiéter? Et puis on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Des policiers ont tiré sur des chauffeurs, alors chauffards, je ne sais pas, mais en tout cas sur des individus qui ont refusé d'obtempérer. La passagère est morte. Jean-Luc Mélenchon parle de permis de tuer. On va revenir sur ce sujet avec vous, sur tous ces sujets. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Allez, Jacques Niard, c'est l'actualité également avec la météo de ce week-end. Oui, alors je voudrais effectivement, pour une fois, émettre un coup de cœur aux pompiers qui sont intervenus de multiples façons et dans multiples cas lors des orages. Je voudrais souligner la valeur de ce service public. À un moment où on décrit les services publics, les SDIS départementaux fonctionnent remarquablement bien. Certes, ça a un coût, mais nous les assumons. Et il faut savoir que c'est un service qui fusionne à la fois des professionnels et des volontaires. Et ça, c'est une école de civisme. C'est une école pour former des jeunes sapeurs-pompiers qui viennent avec des professionnels vous sauver la vie dans de nombreux cas. Et donc, je leur rends hommage parce que ce week-end, il y a eu malheureusement une femme qui est morte à Rouen, écrasée et emportée par une voiture. Mais de manière générale, ils ont œuvré pour le bien public et ça fait cohésion, vous voyez. Et c'est très important. Donc, je dis aux sapeurs-pompiers partout en France et en Navarre, bravo. Et nous sommes derrière vous. Ils sont sur le pont, c'est le cas de le dire, ils sont là et courageux et on ne peut que les saluer. Kevin, je vous voyais. Mais bien sûr qu'on ne peut que les saluer. Et moi, ce qui m'effraie à chaque fois, c'est qu'en banlieue, parfois, ils ne peuvent même plus rentrer dans certaines cités. Et c'est ça qui est scandaleux. Ils se sentent également en insécurité. Donc, rendons hommage à nos pompiers. Heureusement qu'ils sont là, en effet. Ouais, mais ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que ça dure, que les pompiers ne peuvent pas rentrer dans certains endroits. Oui, donc, mais ça, c'est les territoires perdus de la République. On ne peut pas s'y résoudre. J'ai pas dit qu'on s'y résolvait. J'ai dit que, de fait, on s'y résolvait et que c'est effondrant. Mais que, pour aller dans le sens de ce coup de cœur, les Français aiment beaucoup les pompiers, aiment beaucoup, même, d'ailleurs, leurs policiers leur ont rendu hommage à plein de choses. Et qu'il ne faut pas penser que la France, ce sont ces territoires perdus. Ça suffit. Je veux dire, et il faut les reconnaître parce que faire semblant qu'il n'existe pas et dire pardon, mais comme pourtant Gérald Darmanin essaie de faire ce qu'il peut certainement, mais dire que c'est de la discrimination quand on dit qu'il y avait des banlieues qui avaient débarqué pour attaquer un match de foot, c'est très grave parce qu'il a voulu dire que non, ça n'existait pas. Il nie ce fait-là. Alors, enfin écoutez, il faut quand même reconnaître que M. Darmanin, de ce côté-là, a une trouille que ça dégénère. Et c'est parce qu'on a eu la trouille que ça dégénère que c'est devenu de mal en pis. Donc il est évident qu'il va un jour ou l'autre, ça va mal se terminer parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait effectivement des territoires perdus et on ne peut pas admettre effectivement que nos pompiers comme nos policiers ne puissent pas, sans heurts, sans violence, sans attaque permanente,
pénétrer dans un certain coin de France. Michel, je voulais juste aussi saluer ce coup de cœur de Jacques Miard en précisant que beaucoup d'entre eux sont volontaires et qu'ils ont tous des revendications également de reconnaissance et de statut qui, de gouvernement en gouvernement, n'ont souvent pas été pris en compte, alors qu'encore une fois, ce sont des vrais soldats de la République. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant et puis avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct pour commenter l'actualité avec Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et vous avez publié aux éditions Erol La France sans dessus-dessous. Premier résultat, vous l'avez entendu, des élections législatives. Manuel Valls s'est éliminé, on y reviendra dans un instant, et puis la présomption de légitime défense pour les policiers ou permis de tuer, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra avec vous. On continue notre tour de table. Je finirai avec vous, Kevin Bossuet, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux pompiers et à cette violence. Votre coup de cœur, Michel Taube? Oui, alors c'est plus un clin d'œil qu'un coup de cœur, mais vous savez que pour les élections législatives, il y a un parti politique qui n'aura certainement aucun élu, mais dont la voix petit à petit se fait entendre, et je voulais un peu saluer leur persévérance. C'est le parti animaliste qui défend la cause donc des animaux. Alors je le fais pas parce que Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, dont tout le monde sait que c'est la cité du cheval, est avec nous, mais vraiment je trouve que voilà, on est dans une période où il y a beaucoup de pertes de repères, et je trouve que la cause animale mérite d'être saluée. C'est plus la cause animale que je veux saluer à travers la candidature du parti animaliste, mais je trouve leur affiche de campagne avec une oie, presque délicieuse, avec un superbe canard orange, orangé, ou alors, je ne sais pas si c'est un canard, hein, on peut en discuter. Il me semble que c'est une oie. Ou peut-être une oie, oui. Et un slogan, les animaux comptent, votre voix aussi. Laurent Baffy, qui est candidat à Paris. Peut-être qu'il va faire un peu plus que 2%. Et en 5 ans, le Parti animaliste, il y a 5 ans, avait présenté 127 candidats. Là, ils en ont plus de 420 en France. Et donc, ça monte dans la société. Je pense qu'il y a aussi le concept de One Health, c'est-à-dire de rapport très étroit entre la santé des hommes, des animaux et de l'environnement. Enfin voilà, il y a des mouvements de fond qui font que le parti animaliste existe et se développe à son rythme. Michel, je suis entièrement d'accord avec vous. J'hésite, j'ai déjà voté une fois pour ce parti. J'hésite en disant c'est pas sérieux, il faut voter vraiment, la France est en danger, etc. Et c'est vraiment... et pourtant... Pourquoi ça peut être utile de voter pour eux? C'est parce que d'abord, chaque vote leur donne un peu d'argent pour leur cause et que ça alimente le parti. Je crois que c'est très important. C'est une façon de voter écolo, en fait, aussi. Parce que les animaux, c'est aussi soutenir des agriculteurs, c'est insister pour qu'il n'y ait pas de souffrance animale. Je trouve que c'est une belle cause. Alors je vous dis, je suis un peu torturée en me disant, est-ce que je vote utile, entre guillemets, ou pour le parti animaliste? Vous verrez. Quand vous serez, vous verrez. Sophie, vous, c'est un coup de gueule. Oui, alors c'est un coup de gueule parce que c'est encore une absence de bon sens absolument terrifiante. Figurez-vous qu'on supprime les poubelles. On supprime les poubelles, et je l'ai remarqué dans Paris, on supprime les poubelles, pour les régions, mais cela dit Saint-Hilaire-de-Riez, la commune qui a mis ça, qui a décidé ça. Pourquoi on supprime les poubelles? Parce que les poubelles, dans les rues, partout, on ne trie pas. Et donc au Luxembourg, les gardiens étaient atterrés. C'est une vraie poubelle, le Luxembourg, aujourd'hui. Les gens laissent des détritus. Le jardin du Luxembourg, vous parlez du jardin du Luxembourg. Oui, le jardin. Les gens, pas le pays. Les gens laissent leurs détritus n'importe où. Pourquoi il n'y a pas de poubelle? Alors, je vous explique. On a décidé de supprimer les poubelles parce qu'il faut un monde sans poubelle. Parce qu'un monde sans poubelle, c'est un monde sans détritus. Et on veut pousser tous les promeneurs, on peut pousser tout le monde à rapporter et à ne pas mettre dans des poubelles dans la rue ces détritus et de les avoir chez soi pour inciter au tri. Et alors, quand j'ai demandé au jardin du Luxembourg ce qu'il était, même à la commune de Saint, suppression des poubelles publiques pour les villes plus belles. Et donc, c'est un pari osé, entre guillemets, pour des communes dont la population estivale, en particulier à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, passe de 12 000 à 120 000 personnes. Mais l'objectif, il faut sensibiliser les touristes. Vous rapportez vos poubelles chez vous. C'est évidemment inimaginable
formidable. Et ils ont même commencé dans les rues de Paris. Parce que les rues de Paris sont jamais en retard d'une bêtise. Et c'est extraordinaire parce que moi j'ai un chien et des petits sacs plastiques. Et donc je suis disciplinée. Eh bien je me trimballe avec un sac plastique pendant 2 rues ou 3 rues parce qu'ils suppriment les poubelles de rue, les corbeilles. Parce qu'on ne veut plus que des grandes poubelles qui fassent du tri. Hallucinant. Non mais c'est un phénomène qui se développe partout. Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Vous en pensez quoi, monsieur le maire de Maisons-Laffitte? Vous aviez entendu parler de ça? Si c'était aussi simple que ça, il y a longtemps que ça se saurait. Malheureusement, les poubelles sont une nécessité. C'est d'ailleurs l'une des premières missions des collectivités que de collecte des déchets, des immondices dans les rues qui développent des maladies. Ça et les cimetières, c'est les 2 obligations premières des collectivités. Alors je comprends parfaitement qu'il faut ramasser effectivement ce que le chien va laisser derrière lui. Nous le demandons également, c'est assez simple. Mais ce qui est certain, on ne supprimera pas les poubelles. Tout ça, ce sont des âneries, peut-être pour écolo. Bah, écoutez, et puis il y a une pédagogie à faire, je ne suis pas contre. Il y a une pédagogie à faire, mais du jour au lendemain, dans des jardins publics, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le spectacle que c'est. Les gens laissent leurs poubelles sur place. Mais quand il y a eu les fan zones, on n'a pas vu beaucoup de poubelles. Hein, mais il y en a pas. À Vincennes, il n'y avait pas de. Ça paraissait assez simple de mettre des bacs. Oui, mais il faut réagir parce que c'est très grave. On se plaint de Paris, qui est une poubelle d'ailleurs, mais ça va devenir de pire en pire. C'est des immondismes. Un coup de cœur d'Éric Revel qui nous écoute. Match historique de qualification pour la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et l'Ukraine, qui a été éliminé. Aucun débordement, aucune agression. Des supporters adverses qui s'applaudissent, des joueurs qui se félicitent et se consolent. Ce très beau match avait lieu à Cardiff. Impeccable à Roland-Garros aussi. Et non pas à Paris. Oui, un petit coup de cœur pour Nadal, pour notre petit chouchou. Kevin, un coup de gueule? Oui, un coup de gueule contre l'agression dont a été victime Jean-Michel Blanquer ce week-end, puisque Jean-Michel Blanquer fait vivre la démocratie sur le terrain, puisqu'il est candidat dans une circonscription. Et là, il y a 2 individus qui se sont précipités vers lui à Montargis, pour lui balancer finalement de la mousse. On ne sait pas si c'est de la chantilly ou pas, etc. Moi, ça m'a estomaqué parce que là, c'est de la violence, c'est une violence symbolique qui est inadmissible. Et quand j'ai vu que ces 2 personnes qui avaient agressé l'ancien ministre étaient professeurs, mais je suis tombé de ma chaise. Mais où est le devoir d'exemplarité des gens qui sont censés enseigner l'éducation morale et civique, qui osent faire ce genre de choses? Et je suis allé sur Twitter, j'ai vu des enseignants, j'ai vu des représentants syndicaux se féliciter de ce genre de choses. Mais moi, je trouve que ces gens n'ont rien à faire dans l'éducation nationale. On a un devoir d'exemplarité. Et même si on n'est pas toujours d'accord avec l'ancien ministre, on est dans une démocratie. On peut débattre, on peut le dire avec des mots et dans le respect de chacun. Je trouve que ça donne une très mauvaise image du métier d'enseignant. Et quand j'entends les enseignants de gauche me raconter que c'est moi qui donne une mauvaise image de la profession, alors que je suis dans le cadre républicain, dans le cadre démocratique, et que eux sont dans des exactions qui n'ont ni queue ni tête, je me dis que finalement ce sont les idiots utiles de ceux qui remettent quotidiennement en cause la démocratie. Et moi, j'ai honte d'être professeur quand je vois des professeurs comme ça. Bravo, c'est beau. Et vous avez Marine Le Pen qui a reçu des œufs également. Et c'est la même chose. Et il y a d'autres candidats qui ont été agressés. Ça rejoint. Alors c'est une tradition aussi. Je voudrais mettre des œufs sur. Vous avez vu la violence? Je mets un tout petit bémol. Les personnalités publiques ont toujours été. On leur a jeté de l'eau. C'est une violence. Oui, mais c'est une violence quand même minimale, mais inadmissible. Je suis entièrement d'accord. Mais il est vrai qu'il y a toujours eu des œufs, on lance un œuf. Et pourquoi la chantilly? C'est parce que Jean-Michel Blanquer a osé prendre quelques jours de vacances en décembre dernier à Ibiza, alors qu'il a bossé toute l'année. Il y a derrière une haine de la réussite, une haine de l'argent qui n'est pas acceptable, en fait. Mais ça va au-delà de ça. Jacques Pierre, on avait eu ce débat sur des maires qui sont régulièrement agressés. Enfin, vous qui avez un peu de bouteille, si je puis dire, il y a quand même une augmentation des violences physiques face aux politiques. Il y a effectivement un ras-le-bol d'un certain nombre de gens, et c'est vrai que Blanquer s'est fait quelques copains à l'Éducation nationale. Bien sûr, est-ce que ça justifie une agression physique? Pour ce qui est des élus, il y a eu malheureusement des cas de mort, etc. C'est une évidence.
Mais croyez-moi, lorsqu'on voit ce qui s'était passé dans les années antérieures, je ne parle même pas avant-guerre, je trouve que nos campagnes électorales sont quand même plutôt, je dirais, sereines. Voilà. Donc il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est inadmissible, je vous l'accorde. Oui, Michel Taube. Juste, effectivement, je trouve que c'est profondément scandaleux. Et puisqu'Emmanuel Macron a insisté sur le fait que le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'inscrit dans les pas de son prédécesseur, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer, j'espère qu'il va veiller à ce que les deux professeurs qui ont ainsi agressé Jean-Michel Blanquer seront sanctionnés. Parce qu'en fait, la fonction d'exemple que remplit un prof, elle est considérable auprès des enfants. Donc imaginez ces deux profs demain matin qui vont retourner à l'école, ils vont être applaudis comme des héros, alors qu'ils devraient normalement être lourdement sanctionnés parce que justement, cette fonction d'exemplarité a été profondément trahie par leur comportement. Et puis-je rappeler que l'actuel ministre de l'Éducation nationale avait donné raison aux étudiants qui avaient occupé la Sorbonne et qui avaient empêché les autres d'étudier. Et donc ça, je trouve très très grave. Qu'on encourage ce type de violence. Il est ministre de l'Éducation, il faut qu'il revienne là-dessus. Moi, j'espère qu'il va se débrouiller. Et puis-je rappeler également que Pape Ndiaye a condamné cette agression sur Twitter et qu'il a dit que c'était inadmissible. Donc voilà. Il pouvait difficilement faire autrement. Un coup de gueule sur la visite ce week-end de cet homme qui est Jeremy Corbyn, député de Londres, qui est venu aux côtés de Daniel Obono, rendre visite, soutenir Daniel Simonet. On rappelle quand même, contrairement à ce que disait Emmanuel Bompard ce matin sur Sud Radio, qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de preuve d'antisémitisme contre Jeremy Corbyn. On rappelle quand même qu'il a déposé une gerbe sur la tombe des terroristes de Septembre Noir, de ceux qui avaient assassiné 11 athlètes israéliens à Munich en 72. Il s'est fait virer de son parti à cause de cela. Donc c'est profondément nauséabond de s'associer à un personnage comme celui-là. Mais bien sûr que c'est profondément nauséabond. Pourquoi Daniel Simonet a fait ça? Par électoralisme, tout simplement, pour allier à elle tous ceux qui sont favorables à la cause palestinienne. Sauf c'est Daniel Simonet. C'est Daniel Simonet qui s'en est vanté. Oui, c'est Daniel Simonet. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de gens se cachent derrière l'antisionisme, qui n'est que le faux nez de l'antisémitisme. Et c'est ça qu'il faut rappeler et inviter Jeremy Corbyn. Et juste une honte, cet homme est antisémite. Point final. Il a été viré de son parti pour ça. Je sais pas ce que vous voulez réagir, Michel Taube? Non, mais c'est profondément scandaleux et c'est encore une fois une des dimensions fortes de beaucoup de candidats insoumis, d'être effectivement dans une idéologie qui mêle islamo-gauchisme, antisémitisme plus ou moins explicite, et c'est vraiment dramatique. C'est une honte pour moi, je connais des personnes qui habitent dans le 19e, le 20e arrondissement de Paris, qui ont été extrêmement choquées, profondément choquées par la visite de Corbyn. Est-ce qu'on pourrait quand même, à ce propos, rappeler que la responsabilité individuelle de nous tous, de ceux qui nous écoutent, de nous tous, est essentielle. Exemple, pour les profs, je veux dire que les parents devraient le lendemain dans l'école manifester. Je pense que quand on voit des partis antisémitistes, il faut sévir. Mais nous laissons faire. On regarde la télé et on dit mon Dieu, c'est pas bien. Mais c'est à nous d'agir. Je veux dire que il faut réagir. Bon. Allez, petite pause de pub et on se retrouve dans un instant. Les débats avec vous sur Sud Radio. Parlons donc de ces premiers résultats. Hier, les Français de l'étranger votaient. C'est un fiasco, un échec pour Manuel Valls, qui avait été investi par la majorité présidentielle dans la circonscription des Français de l'étranger en ce qui concerne tout ce qui était Espagne. Donc il est éliminé au premier tour derrière Roland Lebert de la NUPS, 6942 voix, et Stéphane Vogetta, 6123 voix, qui est le dissident de la République en marche. On sait qu'il y a un certain nombre de candidats NUPS qui arrivent en tête dans ces élections. Moi, j'avais une question, peut-être que Jacques Mier peut me répondre. Pourquoi est-ce qu'on donne les résultats tout de suite de ces élections Écoutez, pour rien vous cacher, je suis moi-même étonné, surpris, parce que ça peut influencer le reste des élections. Bah oui. Normalement, mais alors il y a dû avoir des fuites, j'en sais rien.
Non, il est c'est extrêmement officiel. Non, pas du tout, c'est officiel. C'est sur le site du ministère des Affaires étrangères. Oui, à mon avis, c'est une erreur. Je ne vois pas pourquoi. Il y a dû avoir un changement parce que normalement, vous savez, c'est vrai qu'on allait ensuite sur des sites étrangers pour savoir quelles étaient, par exemple, les sorties des urnes à 16 heures. Oui. Mais là, je suis assez étonné. Je voudrais dire un mot d'ailleurs sur cette défaite de Valls. C'est que je crois qu'en réalité, c'est lui qui s'est sanctionné lui-même. Parce qu'à force de jouer les girouettes, n'est-ce pas, d'aller une fois en Espagne pour la femme que j'aime, un peu comme le roi d'Angleterre, ensuite pour revenir en France, tout ça n'est pas sérieux. Ouais. Il y a un moment, il faut avoir de la cohérence. C'est la première qualité de la politique, quelles que soient les convictions. C'est-à-dire qu'on défend ses convictions conformément à une cohérence. Et là, Valls s'est piégé lui-même. Moi, je suis un peu indulgente. Pareil. Parce que, d'abord, il y a l'Europe, qu'on le veuille ou non. Moi, je trouvais ça pas mal qu'un ancien Premier ministre aille en Europe. Mais on s'en fout de l'Europe. Je finis juste mon raisonnement. Je pense qu'à l'époque, on a tiré dessus. Et je me souviens, il était venu, on l'avait invité au mouvement éthique. Et je lui avais dit, est-ce que vous savez que si vous partez en Espagne, moi, je trouve que ça avait une certaine gueule. Les Français vous en voudront, ils ne voudront plus jamais de vous. Ils disent, c'est un problème terrible. Et c'est vrai que ça me mine. Et je pense que c'est vrai. Alors maintenant, oui, il s'est fait battre, il est revenu. C'est un homme qui a la politique en lui. C'est un homme d'abord qui a été bon. Oui. Je suis désolée, il était bon. Il était de gauche, mais en étant plein de bon sens. C'était un bon Premier ministre. C'est un type qui fait ce qu'il dit, qui pense un peu ce qu'il dit, ce qui est rare. Donc oui, il a hésité. Il voulait rentrer dans la politique. Je pense que le président de la République a tout fait pour qu'il n'y soit pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais je pense que les politiques n'avaient pas envie de le voir rentrer dans le jeu. À gauche, il avait toutes les chances. Et d'ailleurs, les bons politiques de gauche, il aurait pu. Non, il aurait pu. Non, à gauche, il n'avait justement aucune chance, Sophie. Ouais. C'était un homme de droite égaré à gauche. Une bonne campagne, il aurait pu, non ? Non. Oui. Non, il y avait un rejet, je pense, de sa personne. Alors d'abord, Kevin. Moi, je ne trouve pas que Manuel Valls soit une girouette. Je pense qu'au cours de son parcours politique, il a été très cohérent sur sa ligne idéologique. C'est quelqu'un qui a toujours défendu la République, qui a toujours lutté contre le communautarisme, qui a toujours lutté contre l'islamisme, qui a défendu la laïcité, et il l'a fait de manière cohérente. C'est un précurseur à gauche qui a mis en avant les problèmes liés à l'immigration, les problèmes liés à l'absence d'assimilation. Et pour cela, moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui. Et moi, ce qui me fait peur, et je termine, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette fibre républicaine est en train de s'effacer du macronisme, en fait. Parce que le printemps républicain, qui devait avoir des circonscriptions, n'en a pas eu. Le changement de ministre de l'Éducation nationale n'est pas forcément bon pour ceux qui sont attachés à une laïcité qui est ferme. Et moi, je pense que si Emmanuel Macron quitte trop le giron républicain, mais ça peut lui poser des problèmes à terme. On doit absolument réaffirmer la République, surtout dans une institution comme l'Éducation nationale. Comme Manuel Valls, Sophie, tout à fait. Sophie, laissez parler. Peut-être Michel Taubé après Jacques Miard. Michel. Oui, alors non, mais moi je pense effectivement que cette défaite de Manuel Valls n'est que le reflet, comme ça a été dit à l'instant par Kevin Bossuet, de l'effondrement en fait de la position laïque, libérale de gauche. Mais à gauche, mais Manuel Valls a toujours été minoritaire. La réalité, c'est que lors de la primaire du Parti socialiste en 2006, il avait récolté 1,28% des voix. Il a toujours été minoritaire. Simplement, il a été choisi à un moment donné par le prince pour être Premier ministre. Mais moi, je tiens à saluer d'abord les idées qu'il a défendues. C'est lui qui avait proposé à François Hollande de prévoir, ce qui ensuite n'a pas été fait, de remettre en question la binationalité pour les auteurs de crimes terroristes au lendemain de l'attentat du Bataclan. Enfin voilà, il a toujours été cohérent sur ses convictions, mais ses convictions sont aujourd'hui minoritaires à gauche et au centre-gauche, et c'est absolument dramatique pour notre pays. Oui, alors Jacques Miard, vous voulez répondre à alors écoutez, que Valls, sur le fond, j'ai partagé, et je l'ai même souvent félicité, et j'ai souvent dialogué avec lui sur le fond de ses convictions républicaines. Le problème n'est pas là. C'est que tout d'un coup, il essaye de partir en Catalogne pour essayer de rétablir contre les dissidents l'unité de l'Espagne. Ensuite, il revient en France, mais enfin, les Français ne sont pas... Je suis désolé, l'Europe n'a rien à voir là-dedans. Les législatives, c'est justement le lien
entre un député, un candidat et la nation. Il a deux patries, il y a l'Espagne et la France. Et c'est très respectable. Qu'il a défendu un certain nombre de thèmes républicains que je partage. Et je l'ai même souvent, du haut de la tribune, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur ou même Premier ministre, je l'ai souvent appuyé. Mais de grâce, on ne fait pas des virevoltes comme ça, on ne change pas. Ça me rappelle le sergent Schreiber qui jouait les malins et qui se présentait un coup ici, un coup là, il se fait rétamer. Enfin, les Français veulent avoir des députés qui soient cohérents. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, les Français. Oui, on sait pas. Et c'est un maire qui en est à son 6e mandat qui vous le dit. Donc je salue en tous les cas la constance de Jacques Méa en la matière. C'est vrai que Manuel Valls avait un côté un peu girouette électorale. Moi je salue Manuel Valls qui a du courage, qui a la politique au cœur et qui a des convictions. Et qui prend des risques. C'est les convictions et les risques. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est content ce matin ? C'est pas des risques, c'est des imbécilités. Évidemment. Emmanuel Macron est plutôt content ce matin, non ? Je vois dans les commentaires, c'était un petit peu ce qu'il voulait. Mais ça ne justifie pas la position de Macron. Non. Macron est une pirouette. Macron, c'est un compromis permanent. Macron, c'est en même temps qui nous conduit dans le mur. Oui, alors vous aimez qui ? Moi-même, c'est déjà pas mal. Non, mais vous avez raison, c'est la seule personne à laquelle on puisse compter. Mais Jacques, il faut dire... Oui, allez-y, Michel. Jacques, votre réponse là, elle est franchement inadéquate. Il faut répondre moi-même et les habitants de ma circonscription. Non, mais on évoquait non, mais le problème, c'est la cohérence politique qui est fondamentale. Oui, absolument. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris et ce qui se passe en France, à savoir ces délits de fuite, ces refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes, nous disent les syndicats de police. On va en reparler, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le Conseil national de la refondation proposé par Emmanuel Macron. Je vous propose, si vous aimez Sud Radio, d'aller écouter Revel en campagne. C'est très très bien vu. Conseil national de la refondation. Et maintenant, voici Emmanuel de Gaulle et Elisabeth Moulin. Alors, c'est quoi ce Conseil national de la refondation ? C'est encore un machin ? C'est très inquiétant. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre, mais il faudra un tome 2, un tome 3. C'est une épidémie française. Quand quelque chose ne va pas, on crée une commission. On crée une commission avec majoritairement des fonctionnaires, mais il faut qu'elle soit représentative quand même, parce que sinon ça ne va pas. Et donc on crée un bidule. On a eu, pardonnez-moi, mais le Ségur de la santé, on a eu l'éducation, le Grenelle de l'éducation, etc. On crée. Ça dure un temps fou. On reprend ce qu'ont dit les gens. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'était bien débrouillé au moment des Gilets jaunes, puisqu'il avait créé le grand débat, le fameux grand débat. Sauf que le grand débat, il a été brillant parce qu'il passait 6 heures devant les groupes et il a un peu sauvé peut-être ce qui pouvait être un début de révolution, un plan com. Il a fait un plan com. Et point, il choisit un peu ce qui se passe après, il ne se passe plus rien. Et alors, là où il y a une bonne intention, c'est de dire je vais gouverner différemment. Et c'est-à-dire, quand je dis ça, ça veut dire écouter les gens qui s'y connaissent. Moi, j'irai voir le patron de l'hôpital, je finis juste le patron de l'hôpital, je lui dirai voilà, vous avez 15 jours pour vous réunir avec les médecins et me trouver un système, me dire ce qui ne va pas et vous débrouiller pour faire rentrer les gens. Vous avez plein pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Ils le savent déjà. Mais jamais. Vous faites venir, moi j'ai demandé officiellement au sein du mouvement éthique que lorsqu'il y a une décision prise pour les entreprises, il y a un petit groupe qui vient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sur le terrain ? Point. Pas de comité de refondation. Juste dire que ce Conseil national de la refondation est un clin d'œil effectivement au Conseil national de la résistance qui coordonnait les différents mouvements de la résistance intérieure pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il a dit nous vivons, le président de la République, nous vivons un temps comparable. Nous sommes dans une ère historique. Non, mais il y a un truc de fou, c'est-à-dire qu'il crée le Conseil national de la refondation en faisant écho à ce Conseil national de la résistance, alors qu'il va détruire tout ce qu'avait mis en place ce Conseil national de la résistance. Moi, je trouve que, c'est Machiavel, Emmanuel Macron, et je pense que sa nouvelle méthode... c'est trop fort, Machiavel, pour lui. Machiavel n'était pas... Machiavel... c'est une expression. Et je pense que sa nouvelle méthode ne fonctionnera pas. Là, je vois ce qu'il est en train de faire dans l'éducation nationale. Il veut s'appuyer sur la base,
c'est-à-dire s'appuyer sur la liberté des enseignants. Mais si on s'appuie sur la liberté des enseignants qui ont par exemple agressé Jean-Michel Blanquer, mais imaginez ce que ça peut donner. Je pense que les enseignants ont besoin d'un cadrage national, que l'école doit rester républicaine et surtout doit rester nationale, et ça c'est hyper important. Mais je sens derrière qu'Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il veut faire. Il fait semblant d'écouter la base alors qu'il a un projet tout fait dans sa tête et qu'il l'appliquera même si la base n'est pas d'accord. J'espère que vous savez que dans l'éducation, il a supprimé l'école à domicile. Pas la parole. Michel Taube. Oui, non, moi je trouve d'abord la référence historique profondément scandaleuse, parce que là, aujourd'hui, il y a les commémorations d'ailleurs sur les plages de Normandie du débarquement du 6 juin 44, et je trouve cette comparaison complètement abusive, enfin elle est totalement inexacte, on n'est pas du tout dans un contexte comparable à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. Donc déjà, je trouve que cette comparaison est totalement abusive, et ensuite, en regardant d'un peu plus près, enfin le peu de choses qu'a dit Emmanuel Macron sur ce Conseil national de la refondation, ça va être grosso modo une synthèse entre le grand débat national et la convention citoyenne sur l'écologie qu'il avait organisée il y a environ un an, avec l'organisation dans 1200 bassins de vie, de débats qui mobiliseraient à la fois des élus, notamment des élus locaux, des citoyens tirés au sort. Enfin, ça va être un boogie-boulga, ça va être une sorte de débat permanent partout dans le pays, alors même que ce dont la France a besoin, c'est pas de débat, c'est de solutions, c'est de mesures concrètes. Et l'autre mesure qu'il a annoncée, qui est profondément scandaleuse, c'est cette mission flash confiée à un médecin, alors qu'on sait très bien tout ce qu'il faut faire. Moi, j'aimerais juste renvoyer le président de la République, que ce soit pour ce Conseil national de la refondation ou pour cette mission flash, simplement à nos parlementaires. Les sénateurs ont fait des auditions de très très haut niveau pendant presque un an pour essayer de tirer les leçons de la crise Covid avec des propositions extrêmement fortes. Il suffit d'appliquer ces propositions. Encore un machin. Encore un machin, alors qu'en fait, on a déjà les éléments de réponse. Alors, Jacques Miard. On n'a pas le courage. Alors, premièrement, moi qui préside le cercle Nation et République, je vais lui dire, le CNR, c'est moi et pas toi. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une insulte à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale va être élue, c'est à elle, effectivement, en relation avec l'exécutif, à déterminer la politique pour la nation. Donc, on va lui coller dans les pattes un truc dont on sait très bien que ça va être de la communication et rien de la communication, mais ça va un peu aussi entraver son travail. Donc, au fond, c'est une insulte à l'Assemblée nationale qui, elle, doit être la démocratie représentative et doit avoir la plénitude du débat public. Sinon, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas consulter ailleurs, mais on a déjà vu dans le passé que M. Macron est le champion de la com et que, bien évidemment, toutes ces esbroufs, ça se termine dans une impasse et en queue de poisson. Oui, Sophie, un mot sur un mot, j'ai eu 2 mandats au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui est la 3e assemblée de l'État, et qui est supposée être l'assemblée de la société civile. Nous avons le droit de faire des sondages. On en a fait un au moment du mariage pour tous, qui a été refusé. Le gouvernement a refusé qu'il soit publié, en tenir compte. Et c'est vrai que il ne fait rien, ce CESE. J'étais le mouton noir du CESE. Je demandais qu'on s'attache à traiter les problèmes. On me disait on ne peut pas traiter un problème qui est en cours à l'Assemblée, etc. Certes. Alors, ou on le supprime, ou alors on confie au CESE, qui est l'Assemblée de la société française. On leur dit, écoutez, il y a des vrais problèmes, maintenant vous traitez ça. Ils sont tout. On a des gens représentatifs, il y a les syndicats, etc. C'est d'ailleurs une maison extrêmement sympathique où tout le monde se parle et c'est d'un bon niveau. Et donc, à quoi sert-elle ? C'est exactement ce qu'il veut faire finalement, c'est le rôle du CESE. Donc je suggère qu'on supprime le CESE, ça fait tout, c'est très très syndiqué d'ailleurs, qu'on supprime complètement le CESE qui coûte de l'argent et qui ne sert absolument à rien. On tient à peine compte des avis, on demande un avis mais on le demande après qu'on ait décidé. Qui a déjà vu un avis du CESE à part 20 lignes dans le Figaro par gentillesse? Rien, vous avez raison. Éric Revel me précise son billet de ce matin. Il parle d'Emmanuel de Gaulle et Elisabeth Moulin puisque
c'est elle qui va devoir mettre en musique son CNR, comme De Gaulle avec Jean Moulin. Donc c'est elle qui va devoir effectivement mettre tout cela en place et on a le sentiment, comme le dit Sophie, qu'on crée des commissions, des machins, des trucs pour gagner du temps, pour ne pas agir. Voilà, c'est de la com, effectivement. Ou alors de la décision plus grave que la com. Moi, j'ai très peur qu'il ne sache pas comment s'y prendre. Et je le comprendrai d'ailleurs. Je crois qu'il ne sait pas comment réformer la France. Et je ne le critique pas. Elle me semble très difficile en ce moment. Je vous propose qu'on marque une pause et qu'on revienne sur cette présomption de légitime défense pour les policiers, qu'on revienne sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui parle de permis de tuer. À tout de suite. Les débats avec vous. Parlons donc de ce qui s'est passé ce week-end à Paris et qui se passe un petit peu partout en France. Les refus d'obtempérer qui sont de plus en plus nombreux. Une voiture interceptée par des policiers à vélo. La voiture fait mine de s'arrêter et redémarre. Enfin, c'est la version que nous avons en renversant ou en tentant de renverser un policier. Les autres policiers font feu. Le conducteur est blessé. Sa passagère est décédée pendant la nuit. Les 3 fonctionnaires sont en garde à vue. 3 fonctionnaires qui sont ceux qui sont susceptibles d'avoir tiré. Et puis une polémique avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. La police tue et le groupe Factio Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand et évidemment, c'est toujours le même discours, en tout cas de la France insoumise en ce qui concerne les policiers et cette difficulté pour les policiers aujourd'hui, parce que j'entends ceux qui disent oui, mais ils n'avaient pas besoin de viser la tête, mais allez-y, prenez. C'est pas aussi simple. Et donc, on voit ce qui s'est passé avec le fils de Yannick Aleno, on voit ce qui s'est passé avec une jeune femme de 24 ans qui a été fauchée et qui est morte avec la fuite, pareil, d'un chauffard. Si les policiers tirent, est-ce qu'on doit leur donner raison ou pas? Non, mais la vérité, c'est que ce n'est pas la police qui tue, c'est l'idéologie de Jean-Luc Mélenchon qui tue la France et qui tue la République. Moi, je suis désolé, quand il y a la police, on s'arrête, point final, surtout quand on n'a rien à se reprocher. Et si jamais on fuit, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Il est normal que la police intervienne. Enfin, ça va de soi. Quand j'entends des gens nous raconter qu'ils ont été victimes de violences policières, ils ont souvent un casier judiciaire long comme le bras. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la police. Il y a évidemment certains policiers qui agissent très mal, voire certains policiers qui sont racistes. Mais on ne peut pas parler de violence policière. C'est comme dans le monde enseignant. Il y a certains enseignants minoritaires qui se comportent très mal. On ne va pas parler de violence enseignante. Ça n'a aucun sens. Je pense que quand on aime la République, il faut soutenir nos policiers parce que c'est souvent la police, c'est le seul lien qui unit encore certains quartiers à la République. Il faut défendre cette police républicaine. Et moi, je me mets à la place de ces policiers qui se font insulter à longueur de temps, qui se font molester, qui gardent leur sang-froid, et à chaque fois qu'il y a une forme de dérapage qui ne vient souvent pas d'eux, mais qui vient souvent des délinquants, on leur tombe dessus. Voilà, il faut les soutenir parce que leur travail qu'ils font est exceptionnel. Attendez, qui veut réagir? Michel, Thaume? Alors oui, deux choses que je voudrais dire. D'abord sur le plan non pas technique, mais vis-à-vis des policiers. Les policiers sont de plus en plus fragilisés, tout simplement dans l'exercice de leur fonction de police. Et moi, je ne comprends pas qu'on n'essaie pas, et ça fait des années, j'ai retrouvé des articles qui datent de 2015, lorsque Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur puis Premier ministre, pourquoi on ne rapproche pas les statuts des policiers de ceux des gendarmes, qui ont beaucoup plus de protection juridique lorsqu'ils font usage de leurs armes. Parce que les gendarmes étant des militaires, ils ont plus de droits, entre guillemets, d'en faire usage sans risquer d'être poursuivis et d'être mis en examen par des juges d'instruction. Donc déjà, là, je pense qu'il y a un problème. Il faut protéger juridiquement les policiers pour qu'ils puissent exercer tout simplement leur mission de service public, qui est de nous protéger contre des personnes qui, effectivement, lorsque elles n'obtempèrent pas et qu'elles commencent un délit de fuite, nous mettent en danger, mettent les policiers en danger et mettent la société en danger. Et le deuxième point, il est politique. C'est que je crois qu'on sous-estime complètement la gravité que représenterait et la situation quasi insurrectionnelle que créerait l'éventuelle élection, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre.
si cela devait arriver par rapport à cette question de l'autorité de la police. Parce que Jean-Luc Mélenchon est en guerre ouverte contre les policiers. Ces candidats défendent l'idée d'un désarmement massif des policiers et mettrait les policiers dans une situation d'être contraints de ne quasiment plus exercer leur mission de protection de la société. Je crois qu'on n'imagine pas la situation dans laquelle nous sommes. C'est l'ordre public et l'ordre politique qui est menacé, parce que je pense que des policiers seraient amenés, en cas de crise sociale, en cas de manifestation, à ne plus pouvoir assurer leur mission de service public, et donc ça mettrait la société en véritable danger. Et donc je pense que là, il y a vraiment un risque majeur pour l'ordre public si l'idéologie de Mélenchon arrivait demain au pouvoir. Oui, enfin là, on extrapole assez loin. On extrapole à la question que Valérie a posée. Effectivement, on a tiré, les gens disent pourquoi ils ne tirent pas dans les jambes. Je voudrais repréciser qu'en particulier dans la gendarmerie et dans la police, je crois que c'est pareil, vous ne devez tirer qu'en cas de légitime défense et que vous êtes supposé tuer votre agresseur puisque vous êtes en état de légitime défense. Et par exemple, la gendarmerie me l'a reconfirmé, vous ne pouvez pas tirer dans les jambes de quelqu'un parce que ça veut dire que vous n'étiez pas en état de légitime défense et que vous servez de votre arme pour l'arrêter. Donc il y a des règles, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je crois que la police doit être sacrée entre guillemets aujourd'hui. Elle est sacrée parce que c'est la seule défense, le seul rempart que nous avons contre la violence. Et il faudrait avoir une trouille bleue. Il faudrait savoir que si on touche à un cheveu d'un flic, on va direct dans l'heure, en tôle pour un certain temps. Il faut changer les règles. Il faut qu'on ait très peur de la police. Et c'est comme ça qu'elle sera moins violente. Et puis, dernier point quand même pour tempérer un peu, elle a peut-être le gaz lacrymogène un peu facile. Oui, ça c'est un autre registre. C'est un autre sujet. Mais un délit de fuite, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes avec mise en danger très souvent des policiers. Il faut que les gens s'arrêtent. Jacques Méhard. Oui, alors, premier axiome de base, la police nationale comme la gendarmerie sont des services publics de la République. Donc ils représentent l'autorité. Oui. Ils représentent l'État et ils représentent le bien public. C'est un axiome de base. Comme l'a dit Kevin, il peut y avoir parfois des fautes, mais elles seront sanctionnées et elles sont sanctionnées. À la différence parfois de la magistrature, où quand on regarde les sanctions du Conseil supérieur de la magistrature, on tombe sur de la chaise. Deuxièmement, il y a, à mon avis, dans le cas présent, et ce n'est pas la première fois qu'ils sont mis en examen, je crois qu'il faut qu'on reprenne, je dirais, le droit et qu'on demande aux policiers qui, lorsqu'il y a des incidents, parce qu'il faut aussi enquêter, il faut qu'ils se mettent en position, je dirais, de donner des renseignements, c'est-à-dire de les mettre non pas en examen, mais en état d'instruction, de telle manière qu'on fasse la différence entre ceux qui représentent l'autorité de l'État et le malfrat qui, lui, effectivement, va être mis en examen parce que même s'il est présumé innocent, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui fait que c'est douteux. Donc je crois qu'il faut faire une différence fondamentale, et c'est là où Jean-Luc Mélenchon dérape complètement, parce qu'il ne se rend même pas compte. Admettons qu'il soit Premier ministre, il va avoir la protection de la police nationale. Donc il y a un moment, il faut qu'il cesse de déblatérer, parce que là, il a complètement déblatéré, et je crois qu'effectivement, il va contre son camp et contre ce qu'il souhaite fondamentalement. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la police nationale, c'est un service public, et nous devons défendre les policiers, même si nous devons être attentifs qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais ça, c'est la question, je dirais, de l'IGPN. Mais il changera d'avis immédiatement. S'il est intelligent, il changerait d'avis immédiatement. Au-delà de ça, c'est la violence des propos. Après, on peut discuter sur effectivement la responsabilité des policiers, mais c'est la violence des propos et l'excès à chaque fois de ces mots. Mais ce sont des propos imbéciles, point barre. Et c'est là où, effectivement... Non, c'est pas que imbécile, c'est des propos coupables. Qui fonctionnent, oui. Est coupable. Et je dirais complètement à côté de la plaque. Parce que ça met en péril, justement, la République. Et l'ordonnancement des choses, comme l'aurait dit Chateaubriand, c'est que jusqu'à nouvel ordre, l'État
est le garant de la cohésion et de la paix sociale. Oui. Et la police est là pour faire respecter. Juste encore un mot d'une citation de Jean-Luc Mélenchon. Il a tweeté encore un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve. Le ministre félicite et Mathieu Vallet, qui est un syndicaliste policier, lui dit: Monsieur Mélenchon, ce sont les voyous qui veulent nous infliger la peine de mort en nous fonçant dessus. Comme beaucoup de Français, je suis écœuré par votre haine de la police. À vous écouter, un bon policier est un policier mort. Mais parce que tout simplement, électoralement parlant, ça fonctionne. Le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'amener à lui, finalement, les jeunes des banlieues. Et on sent bien qu'il y a un désamour entre les jeunes des banlieues et la police. Et plus on tape sur la police, plus ces jeunes des banlieues vont voter Mélenchon. Et on a le sentiment, finalement, que seul Jean-Luc Mélenchon les défend. Moi, j'enseigne en banlieue parisienne. J'ai été effaré de voir à quel point, en Seine-Saint-Denis, les gens pensent que seul Jean-Luc Mélenchon défend les gens des quartiers et défend les musulmans, alors qu'il n'a de cesse de les détourner de la République, de la police républicaine ou encore de la laïcité. La vérité, c'est que le mélenchonisme est une escroquerie électoralement payant, et le problème, c'est que ce poison qu'il distille au sein de nos banlieues, un jour, ce poison va nous exploser à la gueule, et c'est pour ça que je pense que Jean-Luc Mélenchon est un irresponsable. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est à la limite de ce qu'on devrait tolérer dans ses propos, parce que la violence, il est candidat, il représente la France. Je pense que la violence de ses propos attaquant la police, qui est quand même républicaine et fait partie des missions régaliennes, je trouve que c'est limite de la diffamation. Donc, ça, c'est évident. Ça, c'est évident qu'il y a diffamation. Je suis d'accord avec Kevin. Ce sont des propos irresponsables qui ne font qu'attiser, je dirais, la violence, et qui donnent raison à des voyous par rapport à l'autorité publique. C'est inadmissible. Alors, je voudrais vous faire écouter une phrase de Manuel Bompard, qui était invité ce matin sur Sud Radio dans la matinale. Une phrase qui est beaucoup commentée en ce moment sur les réseaux sociaux, à la question de savoir, à la question qui était posée par Benjamin Glaise, qui était de dire: mais Emmanuel Macron ne veut pas nommer, a dit qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon. Écoutez sa réponse. Vous savez, dans une campagne, on essaye de convaincre les électrices et les électeurs, et on le fait argument contre argument. Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République, franchement, ça tient pas la route. Quand il nous dit, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas, bah si, bonhomme, tu vas le nommer. Voilà. Non, mais c'est risible, c'est pitoyable. Si, bonhomme, enfin, le niveau. C'est idéologique, c'est une remise en cause de l'autorité du président de la République, et à travers lui, de l'autorité républicaine et de l'autorité de l'État français. Mais quelle est la vérité? Et ça, je suis pas d'accord. C'est ça qui est désastreux. Quelle est la vérité juridique? Est-ce que... Non, mais justement, la vérité. Il n'y en a pas. Non, la vérité juridique, c'est que si jamais les Insoumis ou la gauche réunifiée gagnent les élections législatives, c'est eux qui seront en position de force, et ce sera le début d'une cohabitation face à laquelle Emmanuel Macron va pouvoir, à part sur le régalien, l'international, il sera soumis complètement au choix de la nouvelle majorité. Donc là-dessus, on rigole pas. Que Mélenchon dans cette majorité, il peut nommer quelqu'un d'autre que Mélenchon. Mélenchon sera aux portes de Matignon si jamais la gauche obtient la majorité. La question est, est-ce qu'il est obligé, si c'est effectivement cette situation se présente, est-ce qu'il est obligé de nommer Mélenchon? Non, il va prendre quelqu'un d'autre. Jacques Méhard, il n'est pas obligé. Non, il ne sera pas obligé. Bon, premièrement, c'est un plan sur la comète. Parce qu'avant que Mélenchon gagne les élections, je crois que les poules auront des dents. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, lorsqu'il y a cohabitation, il faut qu'il soit majoritaire, parce que qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Il faut voir la suite des éléments. Admettons que Macron, alors que NUPES sont majoritaires, choisisse quelqu'un ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, NUPES présentera une motion de censure et le gouvernement sautera. Et à ce moment-là, on risque de rentrer dans une crime de régime, parce que ça se retournera contre Macron lui-même. Donc, comme l'a dit Michel, il y aura effectivement un rapport de force. Si par malheur, et quand les poules auront des dents, NUPES... ils auront peut-être dans 15 jours. Le président de la République sera malheureusement forcé de nommer, je dirais, le représentant de NUPES comme Premier ministre. Mais on n'en est pas là. Je crois qu'il tire des plans sur... J'ai entendu Bompard, il est gentil, Bompard.
mais ça va pas plus loin. s'il est Et gentil. ils prennent leur désir Non, pour des il est réalités. très efficace. On peut pas dire qu'il est simplement gentil. Non, je crois pas. Ça a été un des Non, mais principaux c'est très artisans ironique, de... Michel. Oui, mais... On a compris des non, mêmes. non, je pense qu'il est tout aussi dangereux que Daniel Obono. Je voulais revenir parce que c'est Daniel Obono, j'ai vérifié, qui a invité Oui, David Oui, Corbyn. mais chez Daniel Simonet, donc on avait raison aussi. Non, c'est Daniel Obono qui a invité Corbyn et elle s'est déplacée Oui, avec lui bien sûr. sur la circonscription. Bien sûr. Non, mais c'est important parce que Daniel Obono est la plus indigéniste de tous les candidats insoumis. C'est elle qui avait traité Jean Castex en disant encore un blanc à la tête de l'État, etc. Donc Oui, c'est mais pas pour Corbière, rien. par Moi, je exemple, voyais, pourrait nommer comme je Corbière, voyais Premier moins ministre, Daniel et Simonet il peut choisir Oui, tout à fait. il peut choisir quelqu'un d'autre. Raquel Garrido, Corbière, bon, c'est pas terrible, mais enfin, Je c'est quitte pas la dangereux. France. Voilà. Bah, il va y avoir du De monde toute qui va façon, les poules partir. auront des dents, Mais et c'est elles vrai n'en ont que pas. là, on dit, il y a la Ne NUPS. vous affolez pas, vous aurez le verdict le 12. Absolument, mais la NUPS est face le à la 19, République le en 19. marche. Non, non, mais déjà le 12. Dans 10 circonscriptions sur 11, Voilà. mais n'est pas en tête. Voilà. Il y aura un en tout réflexe cas. républicain, j'en suis convaincu. Eh ben, écoutez, on verra. Ne faisons pas de plan sur la comète et attendons que les poules aient des dents, comme dirait Jacques Miard. Merci à tous. Dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry qui sera avec vous.